Bonjour et bienvenue sur la chaîne Objectif Kubernetes. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment marche Kubernetes, à quoi ça sert et surtout pourquoi vous devez y passer. Pour bien comprendre comment fonctionne Kubernetes, je vais vous expliquer les étapes qui ont mené à Kubernetes. Je prendrai pour cela un exemple d'un site d'e-commerce et comment il a fonctionné depuis les années 2000 jusqu'à maintenant sur Kubernetes. Pour simplifier au maximum, un site d'e-commerce, c'est d'un côté un serveur qui va gérer les pages qui vont devoir être affichées, qui va savoir afficher le prix des produits, qui va savoir afficher et gérer le panier d'achat du client et qui va savoir également gérer sa facturation, le paiement, etc. Donc, on a d'un côté ce serveur web qui gère ça et d'un autre côté, on a une base de données. Une base de données, c'est un espace de stockage qui va permettre d'enregistrer des données sur le serveur. Dans les années 2000, on avait des serveurs physiques. Un serveur physique, c'est un gros ordinateur qui est là pour tourner tout le temps. Ce serveur physique, il est connecté à Internet. On va le programmer par exemple en PHP qui à l'époque était très utilisé, comme par exemple par Facebook, par Amazon. Et on va également gérer la base de données, le stockage sur ce même serveur physique. Tout se passe sur le serveur physique et le développeur va aller mettre à jour les fichiers pour pouvoir faire évoluer le site ou faire rajouter des fonctionnalités au site. Pour la base de données, elle grossit et ce qui arrivait en fait très souvent, c'est que la base de données ou l'espace de stockage était très limité et le serveur s'arrêtait de tourner. Qu'est-ce qui se passe quand le serveur arrête de tourner? Eh bien le site, on ne peut plus y accéder. Les clients n'ont plus leur panier d'achat, les clients ne peuvent plus commander, votre chiffre d'affaires, il tombe. Donc dans les années 2000, jusqu'en gros 2005, on avait des serveurs physiques et qui étaient gérés un petit peu à la mano par des développeurs. Le problème également, qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup de clients qui arrivent par exemple à la période de Noël? Eh bien, le serveur physique unique, il va être saturé par les requêtes des clients. Donc on a beau faire grossir le CPU et la RAM du serveur physique, ça ne suffit pas. Le serveur physique répond de plus en plus lentement et les clients sont insatisfaits et ils vont voir le site d'à côté. C'est pour ça que les machines virtuelles sont arrivées. Les machines virtuelles, on va utiliser cette même base de serveur physique, mais on va mettre sur un seul serveur physique plusieurs serveurs virtuels. Un serveur virtuel, c'est une partie de l'OS qui est sur la machine virtuelle et une partie de l'applicatif. Donc le développeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller créer ces machines virtuelles sur son ordinateur, il va aller les préparer, il va mettre à l'intérieur de la machine virtuelle le code en PHP par exemple du site web et il va aller déployer non pas le fichier ou les fichiers, mais la machine virtuelle elle-même d'un seul coup sur le serveur physique. L'intérêt, c'est que si le serveur physique ou s'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le site, eh ben, on va multiplier les machines virtuelles, on va les scaler, on appelle ça la scalabilité, c'est-à-dire qu'on va multiplier les machines virtuelles pour pouvoir répondre plus simplement à la demande des clients. Mais cette partie-là demandait quand même beaucoup de travail. Le développeur ne devait pas seulement préparer des fichiers et mettre à jour le serveur, mais il devait créer des machines virtuelles sur son poste de travail. Une machine virtuelle, c'est 500 à 1 giga de données. C'est quand même très lourd à envoyer sur le serveur, surtout qu'à l'époque, les connexions ne sont pas comme maintenant, on n'avait pas la fibre tout le temps. Comment on devait faire à l'époque pour gérer des machines virtuelles? Eh bien, on les envoyait sur un cloud provider, comme AWS par exemple, et on mettait à jour un petit peu encore à la main les machines virtuelles en envoyant le code, la nouvelle machine virtuelle à déployer sur le serveur. Mais schématiquement, il fallait 1 heure à 2 heures pour déployer une nouvelle machine virtuelle, pour déployer une nouvelle version. C'est encore beaucoup trop lent. Qu'est-ce qui se passe si on a un bug en production? On doit impérativement corriger le bug et on a encore 1 heure, 2 heures, des fois beaucoup plus, de temps pour mettre à jour la machine virtuelle. Il faut bien comprendre comment marche la machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est un OS complet avec la partie applicative qui est intégrée dans l'OS complet. Mais
Si vous avez 5 machines virtuelles, vous avez une recopie 5 fois de l'OS complet sur votre machine virtuelle. Et tout ça qui tourne sur une machine physique qui a elle-même un OS. Donc vous voyez que si on envoie 5 machines virtuelles sur un serveur, en fait, on a 6 copies d'un OS sur le serveur, ce qui est totalement non optimal. C'est pour ça qu'en 2013, Solomon Hykes a eu l'idée de créer Docker. Docker, c'est un container. Alors, un container, qu'est-ce que c'est? C'est que plutôt que d'envoyer une machine virtuelle avec un OS complet, on va aller dockeriser, c'est devenu un verbe maintenant, on va aller prendre notre application et on va juste mettre le bout d'application qui nous intéresse dans un container. Si on reprend l'exemple de notre site d'e-commerce, on va aller mettre dans un container la partie de gestion du site qui affiche les pages. On va mettre dans un autre container la partie de gestion du site qui s'occupe de la partie gestion des paiements. Dans une autre partie, on mettra la partie facturation. Donc, qu'est-ce qu'on a comme intérêt à utiliser des containers? C'est qu'on va morceler notre application et surtout, quand on va vouloir mettre à jour notre application, on va mettre à jour un morceau ou l'autre et pas forcément l'ensemble des morceaux à la fois. On va avoir beaucoup plus de souplesse dans la mise à jour de notre application, beaucoup plus de souplesse pour déployer des nouveautés sur notre application et on sera beaucoup plus rapide. Quand on met à jour une application, on n'a plus besoin d'attendre 1 heure, 2 heures le temps de déployer notre application. On va uniquement déployer le morceau qui pose problème et ce morceau-là, on le déploie en 5 minutes, en 10 minutes, voire beaucoup moins que ça. Donc, cette arrivée des containers a été une révolution dans le monde du développement parce qu'on n'avait plus à aller créer des grosses machines virtuelles et à les mettre à jour. On avait à gérer uniquement les containers en production, mais également les containers sous le poste de travail. On a pu également déployer nos containers sur notre poste de travail pour pouvoir tester notre code sur notre poste de travail et le même code. Ce container, c'est quelque chose d'immuable, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Une fois que le container fonctionne sur notre poste de travail, le container, on peut le déployer en production. C'est la même chose, il marchera de la même manière. Malgré tout, on est arrivé à un problème. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces containers ont un pic de charge, par exemple, lors de la période de Noël, quand notre site web, on va demander 50 clients simultanés, 500 clients, 5000 clients simultanés qui vont devoir demander le prix des objets. Et bien, nos containers, il va falloir qu'on les scale également, c'est-à-dire qu'on les multiplie. Et là, ça devient compliqué parce que les containers, on peut très facilement les scaler, les dupliquer très simplement avec Docker ou Docker Compose par exemple. Mais comment on va le faire dynamiquement? Comment on va dire au système, eh bien, si jamais toi, tu rends compte qu'il y a beaucoup de demandes des clients, eh bien, tu ne vas pas mettre 5 containers en production, mais 10, 15, 20 containers jusqu'à ce que les clients soient contents et des temps de réponse satisfaisants. Et à l'époque, Google a sorti quelque chose qui s'appelle Kubernetes. Kubernetes, en fait, c'est un orchestrateur de containers. Il est responsable d'aller lancer un nouveau container et d'aller le tuer si besoin. Mais si le container tombe également, il va aller ressusciter le container qui est tombé et ainsi assurer que tout fonctionne correctement. Kubernetes a des fonctionnalités toutes faites. Il va savoir comment gérer le cycle de vie des containers. Il va réussir à gérer ce cycle de vie-là sur plusieurs machines virtuelles sous-jacentes, c'est-à-dire qu'un container ne va pas être déployé sur une seule machine, mais sur plusieurs machines. Et par exemple, en cas de défaillance d'une machine, Kubernetes va s'occuper tout seul de recréer un nouveau container sur une machine disponible. Alors je parle de machine comme une machine physique, mais bien souvent, c'est sur des machines virtuelles que Kubernetes est installé. Kubernetes sait également comment gérer les configurations des applications. Kubernetes sait également comment gérer les secrets des applications, c'est-à-dire que comment on enregistre sur Kubernetes les logins d'accès aux bases de données. Et bien, c'est géré par des secrets. Et donc, Kubernetes devient en fait un standard de l'hébergement d'applications web. Jusque-là, on devait apprendre par exemple comment déployer du EC2 chez AWS, on devait apprendre comment marche Route 53 pour les DNS, on devait apprendre à savoir comment gérer un ELB pour le load balancing, etc., etc.
et la même chose chez Google ou chez Azure de Microsoft. Maintenant, grâce à Kubernetes, on a des recettes de cuisine toutes faites. On a des méthodes de travail toutes faites. On va prendre des config maps pour gérer nos configurations. On va prendre des secret managers pour gérer nos secrets. On va prendre des stateful sets pour gérer nos containers, etc., etc. Donc tout ça, maintenant, Kubernetes est devenu un standard et ça change énormément de choses, notamment dans la manière de déployer des applications. Avant, on devait utiliser du Ansible, par exemple, du Puppet, du Chef, bref, du Terraform. Et à chaque fois qu'on avait à déployer une application, on devait se creuser la tête. Comment on allait gérer la répartition de charges, comment on allait gérer les secrets, comment on allait gérer les configurations, etc., etc. Comment on allait gérer le load balancing de nos applications. Maintenant, grâce à Kubernetes, on a les mêmes outils qu'avant sur Ansible, etc. Mais on a des recettes toutes faites, toutes prêtes. On va utiliser les config maps pour gérer la configuration. On va utiliser les secrets pour gérer les secrets, etc., etc. Et on va utiliser du coup le cloud provider qui va nous donner un Kubernetes as a service. On va plus s'embêter à savoir comment on gère du EC2, comment on gère du load balancer avec ELB. On va prendre un Kubernetes as a service, par exemple EKS chez Amazon, et on va lui envoyer nos recettes de cuisine toutes faites qui vont fonctionner chez AWS. Et si jamais AWS nous embête, ne marche pas bien, on va pouvoir prendre la même recette de cuisine et on va pouvoir aller chez OVH, prendre un Kubernetes as a service et déployer la même recette de cuisine qu'on avait chez AWS, mais chez OVH. Avec quel avantage? Ne serait-ce que le prix, déjà, vous comprendrez un petit peu de quoi je parle. Alors maintenant, on va passer à la raison pour laquelle vous devez passer sur Kubernetes. Pour moi, la première raison, c'est la standardisation. Vous n'allez plus avoir un environnement hétérogène, vous allez avoir une cible qui est Kubernetes. Vous allez pouvoir déployer vos applications, quel que soit le cloud provider, vous ne serez jamais bloqué. C'est-à-dire qu'on n'a plus de lock-in du cloud provider. Vous n'allez plus être obligé en fait d'attendre ou de faire un effort monstrueux pour partir d'AWS par exemple, parce que tous vos développements sont sur AWS, vous avez plein de EC2, plein de S3, etc. Maintenant, vous allez avoir des recettes de cuisine pour déployer sur Kubernetes et vous pourrez choisir ensuite n'importe quel cloud provider. Une autre raison également pour moi, c'est la réduction des coûts. Comme j'expliquais au début de vidéo, les machines virtuelles sont assez grosses. Elles ont un OS embarqué à chaque fois. Et quand il s'agit d'aller multiplier ces machines virtuelles, en gros, on a un coût inhérent à la taille de la machine virtuelle. Maintenant, quand on a une application qui tourne sur Kubernetes, on va prendre des containers qui sont assez petits. On va pouvoir optimiser le nombre de containers qui vont tourner et optimiser les containers en fonction de la charge réellement demandée par les clients, pas par le cloud provider. Comme vous allez réduire le nombre de containers qui vont être lancés, vous allez optimiser à travers une scalabilité temps réel basée sur le CPU, RAM ou autre méthode consommée réellement pour vos clients, vous allez diminuer le nombre de machines virtuelles qui sont nécessaires pour faire tourner votre même application. Donc pour résumer, pourquoi passer à Kubernetes? C'est pour la standardisation, c'est pour la réduction des coûts, c'est pour la scalabilité et c'est la diminution du lock-in au niveau des cloud providers. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris comment fonctionne une application web, comment on est passé de serveurs physiques à machines virtuelles au container, que propose Kubernetes et pourquoi c'est une révolution, et enfin, pourquoi vous devez passer à Kubernetes pour réduire vos coûts notamment. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez vos commentaires et vos remarques dans la partie commentaires de YouTube, et merci beaucoup et à la prochaine.